Donc, merci d'être là. Ne quittez pas. Je suis toujours André Fauteux du magazine La Maison du 21e siècle. Et là, c'est vraiment le début de notre programme scientifique, technique. Pendant 3 jours, on va voir toutes les solutions au niveau de la transition énergétique. Mais aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter M. Normand Mousseau, qui est un physicien qui enseigne à l'École polytechnique, où il dirige, j'ai pas mon papier, mais c'est l'Institut Trottier, qui est un mécène, M. Trottier, donc la chaire, donc Normand est directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal, et également scientifique du Carrefour de modélisation énergétique. Surtout, il est connu pour ses nombreux écrits en matière d'énergie, dont le livre À bout de pétrole, mais avant tout, la plupart des gens l'ont connu comme étant le coprésident de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, excusez-moi, en 2013, qui a accouché d'un rapport en 2014. Et aujourd'hui, il va venir faire sa mise à jour sur vraiment comment décarboner le Québec. On poursuit la même discussion, mais avec un expert. Et donc, je donne le micro à M. Normand Mousseau. Merci beaucoup. Micro? La marche? Oui, ça marche? OK. Donc, merci beaucoup. J'ai une présentation, s'il vous plaît. Donc, merci André. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. C'est difficile de suivre M. Fitzgibbon et les présentatrices de tout à l'heure. Donc, je vais faire de mon mieux. Je vais aussi perturber un peu parce que je vais quand même contredire certaines choses qui ont été dites tout à l'heure. Fait que je reviendrai un peu là-dessus. Mais d'abord, donc, le titre, c'est vraiment la carboneutralité, c'est pas l'efficacité énergétique. Et pendant très longtemps en énergie, bon, je vais sauter là-dessus. Pendant très longtemps en énergie, on s'est concentré sur la réduction de la demande. Ben, en fait, pas tant que ça, là, plus d'augmentation de la production, mais on s'est concentré, quand on veut être plus vert, sur réduire la demande énergétique. Donc, comment consommer moins d'énergie? L'enjeu depuis quelques années n'est plus ça. L'enjeu principal aujourd'hui, c'est comment s'assurer qu'on atteigne la carboneutralité à un horizon que la plupart des pays ont fixé à 2050, les pays développés. Et carboneutralité, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'assurer que le total des émissions de gaz à effet de serre associées à nos activités, aux activités humaines, soit 0. C'est-à-dire qu'on ne rajoute pas de CO2 au net dans l'atmosphère. Le problème là-dedans, c'est qu'on parle d'un objectif qui est fixé à un échéancier de 27 ans par rapport à aujourd'hui. Donc, on doit faire une transformation de notre système énergétique d'une profondeur majeure en 27 ans. Okay? 28 ans si vous voulez vous rendre à la fin de 2050. Okay? Donc, on parle ici d'un échéancier tellement serré qu'il faut éviter les confusions d'objectifs et mettre en place la bonne cible. Sinon, on ne peut pas arriver avec une profondeur de distribution, de la transformation dont on a besoin. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui s'appuie sur de très nombreux rapports qu'on a faits. Donc, si vous vous ennuyez le soir ou à l'heure du midi, allez sur le site de l'Institut de l'énergie Trottier et vous allez pouvoir trouver là, ces rapports-là. Donc, je vais me concentrer sur quelques rapports, essentiellement les perspectives énergétiques canadiennes, puis ensuite le plan de réduction qu'on a proposé pour le Québec, puis ramener un peu de pragmatisme et de réalité dans cette discussion-là. On publie depuis 2018 la série des perspectives énergétiques canadiennes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on projette, on regarde des scénarios de décarbonation, une réduction d'émissions de gaz à effet de serre au Canada et la transformation du système énergétique qui est associée à cette atteinte-là. On utilise pour ce faire des modèles qu'on appelle technico-économiques, qui sont des modèles où on met des milliers de technologies, des coûts, des émissions, des consommations d'énergie et tout. On reproduit le système énergétique canadien, donc la production de pétrole, production d'électricité, production de gaz naturel, la transformation, les oléoducs, les chaînes de transport, les centrales au gaz, centrales au charbon, et la consommation dans le bâtiment, dans l'industrie, dans
dans le transport. Puis, on essaie de dire, si je veux atteindre certains objectifs, quelle est la façon la moins chère, la moins coûteuse d'atteindre ces objectifs-là? OK? Donc, d'abord, on est très conscient que c'est pas comme ça que marche le monde. On n'est jamais dans un contexte où on va faire des choix optimaux. Mais ça nous donne un minimum, si on veut, un petit point de référence pour nous dire comment on se compare avec une optimisation, une solution idéale. OK? Et puis, ce ne sont que des solutions technologiques, donc on n'inclut pas les comportements des gens. Donc, on a regardé plusieurs scénarios, mais je vais me concentrer sur le scénario de carboneutralité 2050 et voir qu'est-ce que ça implique pour le Canada. Okay? Je vous rappelle que le Canada, les émissions de gaz à effet de serre, là, ici, j'ai un graphique qui date de 2010, pour les données 2019. Les émissions du Canada en 2019, j'ai peut-être quelque chose de plus neuf ici. OK. Donc, les émissions de gaz à effet de serre du Canada, 81 des émissions du Canada sont liées au secteur de l'énergie. C'est pour ça que l'énergie est au cœur de la discussion quand on parle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et en gros, les émissions de gaz à effet de serre au Canada ont augmenté d'à peu près 20 entre 1990 et aujourd'hui. On est le seul pays de l'OCDE à avoir des émissions qui sont supérieures à 90. Même les États-Unis ont essentiellement les mêmes émissions de 90, donc font nettement mieux que le Canada là-dessus. Et tous les pays européens et autres sont dans le négatif. Ils ont réduit leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'enjeu est important. Nos projections ici, regardons donc les émissions totales. Donc, c'est un peu compliqué. Là. Alors, on va regarder cette ligne-là ici qui est carboneutralité 2050. Ça, ce sont les émissions totales du pays. Et ce qu'on voit, c'est que dans nos modélisations, il est possible d'arriver à 0 en 2050, à condition d'avoir des émissions. Il va rester des secteurs qu'on n'arrive pas à décarboner. Il va falloir avoir ce qu'on appelle des émissions négatives, c'est-à-dire retirer du CO2 de l'air directement ou encore brûler des arbres puis séquestrer le CO2. Puis c'est en fait l'arbre qui aura retiré le CO2 de l'atmosphère pour nous. Okay? C'est pas des petits chiffres. Okay? Ça fait peur quand on regarde ça. Mais quand on regarde les émissions ici, on s'aperçoit qu'il faudra séquestrer en émissions négatives 125 millions de tonnes. Et quand on inclut tous les autres procédés industriels où il faudra faire de la captage et séquestration de CO2, on parle d'à peu près 200 millions de tonnes par année en 2050. 200 millions de tonnes, c'est 2,5 fois les émissions du Québec aujourd'hui, qu'il faudrait capter d'une certaine façon, les amener, on met ça en CO2, on amène ça dans un pipeline, puis on l'injecte en sous-sol quelque part. C'est des quantités immenses, OK? Donc, dans ce contexte-là, l'enjeu, c'est comment on réduit les émissions, comment on ne fait pas d'émissions. Parce que tout ce qui reste, on doit le séquestrer puis l'enfouir. Okay? Et c'est immense. Quand on regarde les effets de nos émissions, au Québec, c'est la même chose. Hein? Au Québec, c'est même pire. Nous, on voit qu'il faudra faire des émissions négatives à la hauteur d'à peu près 25 des émissions du Québec d'ici 2030 avec les technologies dont on dispose. Okay? On n'a jamais fait de séquestration négative au Québec. Okay? On n'en a pas fait. Ici, moi, ici on ne plante pas des arbres. Là, ici, on le séquestre de manière industrielle. Okay? Donc, dans ce contexte-là, les défis sont immenses. Okay? Dans nos modélisations, ce qu'on voit, c'est des transformations importantes du secteur et, entre autres, un rôle extrêmement élevé pour l'électricité. Pourquoi l'électricité est si importante? D'abord parce qu'on peut la produire de manière propre et la source d'énergie la moins chère aujourd'hui, c'est en gros l'éolien et le solaire. Okay? C'est moins cher quand on l'amène en kilowattheure en électricité que le gaz, par exemple. Donc, ce sont les sources d'énergie les moins chères en électricité. Et l'électricité est intéressant parce que c'est hyper productif. Moi, je ne parle pas d'efficacité, ici de productivité. Si j'achète une voiture électrique, ma voiture consomme 3 fois moins d'énergie que ma voiture à essence. Pourquoi? Parce que l'électricité n'est pas perdue en chaleur. L'électricité fait tourner mon moteur et directement, je fais avancer ma voiture. Je perds très peu de chaleur là-dedans. Quand j'ai un moteur à explosion dans mon véhicule à essence, c'est à peu près 70 80 de l'énergie qui s'en va en chaleur.
C'est utile l'hiver quand il fait 20 froid, là, mais à part ça, c'est pas très efficace. Même chose quand on parle du chauffage. Si je parle du chauffage, je parle d'une fournaise à gaz qui est peut-être 85 efficace. Je mets des calorifères électriques où là, je fais juste comme un toaster. Là, je gaspille mon énergie, mon électricité en la transformant en chaleur directement. Je passe de 85 à 100 d'efficacité. Mais je peux faire mieux avec l'électricité. Parce que je peux utiliser l'électricité pas pour produire la chaleur, mais pour la déplacer. Et c'est ça que fait une thermopompe. Une thermopompe, en gros, c'est un frigère qui marche à l'envers. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la chaleur qu'on tire du froid à l'extérieur et on va l'amener à l'intérieur. Donc, la thermopompe, elle ne chauffe pas. L'électricité ne chauffe pas. L'électricité sert à bouger la chaleur. Et ça, c'est hyper efficace. Okay? Donc, c'est pour ça que l'électricité est si importante. Parce que quand on électrifie des usages, on a besoin de moins d'énergie pour le même usage. Okay? Si on le fait de manière intelligente, là, mais en principe, c'est ce qu'on devrait faire. Okay? Les secteurs ne sont pas tous aussi faciles à décarboner. Et entre autres, nous, on voit qu'il va rester énormément de pétrole dans le secteur des transports à l'horizon 2050. Parce que ce sont des secteurs difficiles à décarboner pour lesquels les technologies n'existent pas encore aujourd'hui. Okay? Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Nous, on ne fait pas des prédictions. On fait des projections basées sur les technologies qu'on connaît aujourd'hui et qu'on peut évaluer. Donc, si des investissements importants sont faits pour décarboner des secteurs, puis on accélère le développement de technologies, bien, on peut arriver plus vite, là. Donc, il ne faut pas prendre ça comme une réalité. Ce qu'on voit aussi, c'est que le secteur bâtiment se décarbonise presque entièrement. Okay? On décarbonise le secteur bâtiment en électrifiant, mais pas avec des calorifères électriques qui ne sont pas très efficaces, mais avec des thermopompes. Donc, ce qu'on voit dans nos modélisations, c'est qu'à mesure qu'on électrifie, on va utiliser de plus en plus de thermopompes dans nos bâtiments. Et tout ça vient avec une augmentation importante de la production d'électricité, évidemment. Si on veut remplacer tous les services produits par le pétrole puis le gaz, par l'électricité, on aura besoin de plus d'électricité. Okay? Et ça, c'est un point important. Tout à l'heure, on disait, on peut juste faire de l'efficacité énergétique, puis on va réduire, par exemple, le 100 TWh dont on a besoin pour 2050. C'est faux. Okay? C'est faux parce que les calculs, le 100 TWh qu'à Hydro-Québec, on a le même dans nos modèles. Okay? On va chercher à peu près 100-120 TWh de plus d'électricité au Québec, mais en faisant tous les investissements rentables, c'est-à-dire qu'on utilise des thermopompes, on utilise des technologies efficaces. Donc, ce n'est pas vrai que faire plus d'efficacité énergétique va faire en sorte qu'on ne construira pas des nouveaux ouvrages, idéalement éoliens, en tout cas pour le début, parce que c'est déjà inclus. Oui, il faut le faire, il faut utiliser l'énergie de manière intelligente, mais c'est déjà là. Donc, de penser qu'on va chercher un supplément et qu'on n'aura pas besoin de nouveaux approvisionnements d'électricité en 2050, là, c'est farfelu si on veut atteindre nos objectifs de carboneutralité. Okay. Donc, quand on voit au niveau canadien, comme l'électricité est moins présente dans la vie de la plupart des Canadiens, on chauffe au gaz naturel, nos industries sont très consommatrices d'énergie fossile. Au niveau canadien, il faudrait plus que doubler la production d'électricité pour atteindre les objectifs climatiques. Au Québec, on a vu, c'est juste 50 de plus, parce qu'on parle d'une base beaucoup plus élevée d'électricité déjà, donc on a besoin d'en rajouter moins. Ça met aussi un peu on dit, c'est épouvantable, c'est un gros chiffre, 100 TWh. 100 TWh, c'est ce qu'on a ajouté au Québec entre 64 et 89. En 25 ans, on a construit 100 TWh d'approvisionnement. En 27 ans, construire 100 TWh, ça devrait donc être possible si on se dit c'est sérieux puis on veut le faire. Donc, ça ne représente pas un chiffre impossible. Tous les autres pays développés ont des objectifs de croissance de leur production énergétique électrique beaucoup plus grands que le Québec. Okay? Donc, on n'est pas ceux pour qui le défi est le plus grand. Alors, tout ce qu'il faut faire, c'est si on pense qu'on a besoin, il faut commencer puis le faire. Okay. Donc, quand on regarde, et je vous sauve à peu près 250 pages de notre rapport, donc je vais tout de suite à la conclusion, chanceux. Alors, donc, les conclusions du rapport, c'est le gaz naturel, par exemple, n'est pas une énergie de transition. Pour décarboner le secteur, de décarboner notre énergie en 25 ans, là,
on n'a pas le temps de passer par des solutions de transition. Ça ne passe pas, c'est juste pas économiquement réaliste. OK? Donc, on ne peut pas dire, ah, ben, je vais faire de l'efficacité énergétique, qu'avoir une fournaise au gaz qui est plus efficace que la précédente. C'est pas ça. Quand je change ma fournaise au gaz, il faut que j'aille à l'électricité. Puis là, tant qu'à être là, prends pas une fournaise électrique à résistance, prends quelque chose qui est intéressant, qui est une thermopompe et autres. Okay? Parce qu'on va avoir à séquestrer tellement de ce carbone, on ne peut pas se donner le luxe de dire on va d'abord continuer à émettre en disant on le captera, puis ensuite on regardera d'autres solutions. Il faut d'abord, chaque fois que c'est possible, décarboner. Okay? L'efficacité énergétique, oui, mais ce n'est pas la priorité. Ce qu'il faut faire, c'est si j'ai besoin de produire un peu plus d'électricité pour y arriver plus vite, à moindre coût, c'est ça qu'il faut faire. Okay? Donc, l'efficacité énergétique, secondairement, oui, puis je vais revenir dans le bâtiment tout à l'heure, juste pour essayer de vous convaincre que ça ne peut jamais livrer la marchandise à l'horizon dont on parle. Okay? Donc, ce qu'il faut faire, c'est dire priorité décarbonée, c'est quoi le chemin, puis sur 25 ans, il faut prendre des solutions qui sont déployables relativement rapidement. Puis, ce n'est pas la fin de l'histoire de l'humanité 2050. Okay? Contrairement à 2012, on savait que c'était la fin. Là, les Incas ou les Mayas nous l'avaient dit, ou les Aztèques, je ne me rappelle plus lesquels. Là, 2050, ce n'est pas la fin. Fait que commençons, atteignons la carboneutralité qui est l'objectif qu'on s'est donné. Puis l'amélioration de l'utilisation de l'énergie va continuer pendant encore longtemps. Donc voilà, voilà donc les grandes lignes de ça. Un aspect important, c'est que tous les secteurs ne sont pas égaux. Puis, par exemple, pour atteindre nos objectifs climatiques, il est absolument crucial qu'on décarbonise rapidement les secteurs qui peuvent se décarboner rapidement. Et parmi ceux-là, on parle du secteur bâtiment. Dans le secteur bâtiment, on connaît toutes les technologies pour être à zéro. Donc, maintenir le gaz naturel dans le bâtiment n'a pas de sens. Okay? Donc, on doit travailler à le décarboner. Décarboner les déchets, en gros, c'est tirer un polythène sur un grand un dépotoir. C'est le fait qu'on a encore au Canada 41 millions de tonnes, 31 millions de tonnes, c'était là, 17 millions, ça dépend qu'on le calcule, d'émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des déchets, ça n'a pas de sens. Là. On devrait être capable de réduire ça de manière importante. Par contre, il y a des secteurs très durs. Dans l'industrie, le secteur des procédés, on parlait de l'aluminium, bien, il faut développer les procédés. Des fois, ça va marcher, des fois, ça ne marchera pas aussi bien qu'on pensait. Donc, on a beaucoup moins de contrôle sur les échéanciers réels de déploiement à l'échelle. Donc, il faut compenser ailleurs pour, après ça, mettre les efforts en parallèle, mais pas compter sur les gains importants ici. Puis, il faut arrêter de taper ses citoyens. Au Canada, 27 des émissions de gaz à effet de serre sont directement liées au choix des citoyens. Okay? Le transport des personnes, puis le chauffage des bâtiments résidentiels. Okay. Le restant, en gros, c'est lié à des choix réglementaires, à des choix de la société ou des choix technologiques et qui ne sont pas dans les mains de chaque citoyen individuellement, mais collectivement. Et c'est pour ça qu'on doit travailler collectivement avec des transformations importantes. Au Québec, les citoyens, c'est un peu plus grand parce qu'on a moins d'émissions dans le secteur de l'industrie. C'est 27 au Québec. Donc, vous voyez, même au Québec, les citoyens ont une responsabilité limitée. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas faire des efforts, mais ce n'est pas là qu'on va régler le problème. Okay. Je veux juste parler un mot sur la décarbonation du secteur bâtiment. Okay. Je reviens un petit peu parce qu'il y avait un plan de réduction du bâtiment dans le secteur au niveau fédéral. Dans le cas du Québec, l'enjeu, quand on parle de rénovation, d'efficacité énergétique dans le bâtiment, quand on dit « Ah, les méchants Québécois, ils gaspillent leur énergie », moi, je n'embarque pas là-dedans du tout. Okay? Les normes du bâtiment, ce n'est pas chaque citoyen qui a décidé des normes du bâtiment. Moi, j'habite une maison qui a été construite à des normes fixées par le gouvernement. Les rénovations sont faites à des normes aussi qui sont fixées. Si on veut des maisons qui consomment moins, bien, mettons les normes qu'il faut. Imposons pas à chaque citoyen le devoir ou la responsabilité de gérer sa maison en disant bien, moi, je vais planifier ma maison, je vais passer 2 ans, trouver le bon contracteur qui sait construire aux normes que je veux. Dans la réalité, ce n'est pas ça qui se passe. Okay? Donc,
on ne peut pas accuser les Québécois de gaspiller l'énergie. Pour moi, c'est une mauvaise façon. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des efforts. Ça n'a pas d'allure. Le gouvernement a adopté en 2016 des objectifs de réduction de 37,5 pour 2030. Aujourd'hui, le seul plan qu'on a nous amènerait au mieux à la moitié de ces objectifs-là. Et on attend toujours, ça fait juste 7 ans, là, une vraie réforme du Code du bâtiment qui soit compatible avec les objectifs climatiques. Je ne sais pas combien d'années encore on va attendre, mais on devait avoir une cote sur le bâtiment en 2018 qui a disparu maintenant. Donc, on ne parle plus de cotation les bâtiments. Donc, on n'avance pas vraiment. Un enjeu dans la transformation du secteur bâtiment, dans la rénovation profonde pour améliorer de manière importante les enveloppes, c'est que ça coûte très cher et ça ne livre pas beaucoup. Donc, le fédéral a un plan d'à peu près 1 milliard de dollars. OK? Et quand on regarde les chiffres ici, je vais juste vous montrer. Donc, 1 milliard de dollars pour à peu près 10 millions de bâtiments à décarboner. En gros, le fédéral nous dit on devrait être capable de réduire de 37 en fait 40 par rapport à 2019, les émissions du secteur bâtiment en 2030. Donc, en 10 ans, on va réduire de 40 les émissions. Okay? Si on veut faire ça, on peut d'abord rénover à peu près 80 de manière profonde, là, 80 du bâtiment au Canada. Okay? Ou mettre des thermopompes avec de l'électricité propre sur 40 des bâtiments. Okay. Donc, quand on regarde, je vais juste sauter un peu là, parce que le temps avance. Quand on regarde les coûts de ces rénovations-là, on s'aperçoit rapidement que c'est injouable. Okay. Ça, c'est des chiffres de Toronto, là, mais une maison à rénover de manière complète là, pour réduire de moitié la consommation énergétique, ça coûte 170 000 la rénovation. Okay? Fait que vous imaginez que si on doit rénover, même au Québec, si on dit on veut réduire la demande de manière importante, le coût que ça représente, puis je ne sais pas si vous essayez de trouver un contracteur ces jours-ci, même si vous êtes prêt à payer le coût, c'est prendre du temps et de la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre-là devrait travailler quand on veut atteindre la carboneutralité, non pas à rénover des maisons qui chauffent à l'électricité, mais à travailler pour décarboner l'énergie. Donc, c'est plus rapide de dire je vais installer une thermopompe que de refaire l'enveloppe thermique de la maison. Puis, j'ai déjà fait des gains importants en demande énergétique. C'est plus rapide de sortir une fournaise au gaz et je peux en faire beaucoup plus que de rénover de manière profonde. Donc, j'ai rien contre la rénovation, OK? J'encourage tout le monde à faire une très bonne rénovation de leur maison, mais ça ne passe pas à l'échelle. Au niveau canadien, je parlais avec quelqu'un de Ressources naturelles Canada au début de cette semaine. Il disait, nous, on évalue qu'au rythme où on va rénover l'entièreté du parc immobilier canadien d'ici 2150. 2150, OK? Donc, c'est se leurrer de parler d'efficacité et de dire que c'est ça qui va régler notre problème. Okay? Là où il y a des gains importants, c'est dans le secteur industriel manufacturier, où on peut lier l'utilisation de l'énergie à une productivité économique. Et là, il y a souvent beaucoup plus à faire. Mais en termes de quantité totale, on est aussi limité. Okay. On a fait un plan de réduction pour le Québec. Je veux juste parler d'un point ici. Dans nos projections, encore une fois, on voit que pour décarboner à l'horizon 2030, là, les façons les plus faciles, c'est décarboner le bâtiment, travailler sur la combustion industrielle, parce qu'on sait comment transformer la chaleur, pour atteindre à 37,5 Le transport, si on était très chanceux, on réduirait de 16 mais on ne peut pas faire des miracles dans le transport sur 7 ou 8 ans. Okay? C'est étant donné les technologies disponibles. Donc, ce qu'on voit, c'est très difficile d'atteindre les objectifs climatiques. Et même, on devrait déjà, d'ici 2030, être capable de faire du stockage d'émissions à grande échelle pour atteindre nos objectifs qu'on s'est donnés nous-mêmes. Okay? On ne croit pas que ça soit réaliste. On ne croit pas que le Québec soit capable d'atteindre ces objectifs-là, mais on pense qu'il y a des choses à faire. D'ailleurs, le Québec, même le gouvernement du Québec s'est donné une loi qui exige que le ministre de l'Environnement défende la cible de 37,5, nous arrive avec un plan qui nous arrive à la moitié du plan, de l'objectif. Donc, il faut comprendre ce que vaut la loi ici.
Le gouvernement nous a donc proposé un plan qui va à la moitié. Contrairement à ce que disait par exemple M. Réaume tout à l'heure, le 50 de réduction des émissions dans le secteur du bâtiment depuis 1990 est incompatible avec l'objectif du Québec. C'est ce qui est dans le plan vert du Québec, mais on se rappelle, c'est la moitié de l'objectif. Donc, ça ne marche pas. Okay. Donc, nous, on a retravaillé ce plan-là pour voir comment on pouvait avancer. Je n'ai pas vraiment le temps d'aller dans tous les détails. Okay. Mais en gros, ce qu'on a, par exemple, dans le bâtiment, c'est que plutôt que cibler la rénovation importante, c'est qu'on doit travailler à décarboner, donc à sortir le gaz naturel puis le mazout partout où il reste dans le bâtiment. Et ça implique quoi? Ça implique qu'il faut gérer la pointe, qui est un enjeu réel au Québec. Mais la pointe, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, la pointe, on n'a pas une pointe quotidienne au Québec. Donc, programmer le lave-vaisselle à 11 heures le soir, là, ça n'a aucun sens au Québec, sauf pendant 30 heures par année ou 50 heures par année. Donc, on n'est pas du tout dans l'optique qu'on a en Suède, où la Suède a choisi de ne pas s'appuyer massivement sur l'électricité pour le chauffage du bâtiment. Le choix qu'on a fait au Québec fait en sorte qu'on se retrouve avec une pointe qui est une pointe annuelle, pas une pointe quotidienne. Une pointe annuelle quand il fait très froid l'hiver. Cette année, la pointe annuelle a duré 36 heures. Okay? On a eu 36 heures de pointe importante, mais ce n'est pas toute l'année. Donc, cette idée-là de dire on doit mettre un tarif qui va être en fonction de la demande dans la journée n'a pas de sens du tout dans le contexte québécois. On doit repenser la façon de faire et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se préoccuper de pointe. Okay? Ce n'est pas ça que je dis. Mais il faut se préoccuper de la vraie pointe, qui est la pointe hivernale, et de voir comment on met en place des mesures qui nous appuient correctement dans ce cadre-là. Et on doit, par exemple, il est grand temps qu'on ait des normes où les nouveaux bâtiments doivent être net zéro, OK? Qu'on n'a pas d'émissions de gaz à effet de serre. C'est déjà le cas au Québec pour 85 du résidentiel, mais on doit aussi demander qu'ils consomment beaucoup moins et qu'ils respectent des consommations énergétiques même qu'on pourrait être à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande nette sur le réseau électrique. OK? Qui est un plan de transformation qui nous amène à 2050. La Ville de Montréal est le seul à avoir un plan de décarbonation du secteur bâtiment pour 2040, un plan, une réglementation qui va nous amener là. On n'a rien de tout ça au Québec. Donc, c'est très difficile de faire les investissements, d'amener les banquiers à dire oui, c'est comme ça que je te prête, il faut que tu sois compatible avec la réglementation qui s'en vient. Donc, on a essentiellement peu de plans au Québec pour nous amener dans ces transformations-là massives. Okay? Et nous, on pense qu'au mieux, on pourrait réduire de peut-être 50 les émissions qui restent dans le secteur du bâtiment d'ici 2030, ce qui est vite, hein? On parle de 7 ans. Chaque année qui passe nous éloigne un peu de ça, mais on ne peut pas faire beaucoup plus. Donc, on ne peut pas atteindre les objectifs de 37,5 pour le Québec d'ici 2030. On m'avait demandé d'arrêter à peu près à 35 minutes, fait que je vais aller 35. Fait que j'ai coupé, mais je pourrais répondre à des questions. Je vais revenir à la fin aussi sur 2 enjeux. Donc, en conclusion, puisqu'on est à la maison du futur, les bâtiments, c'est un des secteurs les plus faciles à décarboner d'un point de vue technologique. On sait tout ce qu'il faut faire pour décarboner le bâtiment. Ce n'est pas le cas du transport, ce n'est pas le cas de beaucoup de secteurs des procédés industriels. Okay? On n'a pas les solutions. Donc, il faut commencer par là. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler sur les autres secteurs en parallèle. Là, okay? Mais si on veut faire des gains, ce sont les gains faciles. Les technologies sont disponibles, sont bien maîtrisées. Avec une vraie direction, on peut faire réduire les coûts aussi. La rénovation, pour augmenter l'efficacité des enveloppes, c'était trop coûteux pour imaginer un passage à l'échelle. Okay? Et c'est un échec dans la plupart des pays qui ont mis ça de l'avant, à moins de dépenser des fortunes immenses. Dans ce contexte-là, oui, on gaspille un peu, on sort un peu d'énergie de chaleur par les fenêtres, c'est pas grave. Okay? Moi, je suis physicien, donc ma relation à l'énergie n'est pas tout à fait la même, peut-être. Là. Mais l'énergie, là, on reçoit 10 000 fois plus d'énergie du soleil qu'on en consomme, c'est la planète. Peut-être qu'on ne peut pas en faire une maladie. On peut mettre des panneaux solaires. Il y a des places où on peut récupérer des espaces qui sont des espaces déjà occupés. Donc, il ne faut quand même pas exagérer, à mon avis. Donc, allons-y là-dessus.
L'électricité est essentielle pour tous les procédés efficaces et productifs. Quand on prend de la chaleur pour faire l'électricité, là, moi je suis physicien, donc dans le cas de Carnot, de la thermodynamique, on prend de la chaleur pour faire du travail, bien, il y a toujours une grande inefficacité là-dedans. On perd beaucoup de chaleur pour faire ça. L'électricité, c'est un travail direct. Donc, quand on a l'électricité renouvelable, on doit l'utiliser au maximum de ses capacités. Et il y a beaucoup à faire de ce côté-là. On peut considérer dans certains cas du chauffage urbain. On a fait en gros au Québec une croix sur le chauffage urbain. En fait, dans le centre-ville de Montréal, on se chauffe, on a une chaufferie pour les grands bâtiments. On est en train de regarder ça dans Verdun, mais on n'a pas une vision développée. Est-ce que c'est raisonnable ou non? Et à quelle échelle? On a besoin quand même de faire des analyses un peu plus larges, entre autres parce qu'il y a une question de résilience. Ça nous amène des sources de chaleur qui ne sont pas dépendantes d'un réseau électrique. Donc, on a des raisons de penser à des enjeux comme ça. Okay? On a besoin d'une vraie stratégie axée sur le chauffage qui peut dépasser le secteur des bâtiments pour aller dans le chauffage manufacturier, le chauffage industriel, puis intégrer tout ça comme une façon de penser la production, la distribution, le déplacement de chaleur. Okay? Et c'est dans ce contexte-là que la gestion de la demande arrive, okay, pour les points, pour les enjeux d'alignement. Okay? Mais pour ça, il faut aussi... On ne peut pas miser d'abord sur la réduction de la demande. Dans un contexte où on doit accélérer la transition énergétique, chaque fois que quelqu'un cogne à la porte d'Hydro-Québec et dit « Moi, je veux m'électrifier pour amener mes émissions à zéro », il est inadmissible qu'Hydro-Québec puisse dire non. Et c'est ce que dit Hydro-Québec tous les jours dans la région de Montréal aujourd'hui. Un grand propriétaire de bâtiment dit « Moi, je veux sortir le gaz naturel ». Hydro dit « Non, tu ne peux pas. On a besoin que tu gardes 25 % au moins de gaz naturel dans ta consommation énergétique. » Okay? Et ça, c'est inacceptable. On doit aller, et pour ça, on doit faire les investissements, développer les réseaux, puis amener l'électricité là où on en a besoin. Et on est déjà en retard là-dessus. Je vais terminer juste avant de vous laisser les questions. Un point sur le tarif d'électricité. On ne paye pas assez cher notre électricité. Moi, je suis profondément allergique à ça. Okay? D'abord, on paye l'électricité au prix qu'elle coûte, plus des revenus importants pour Hydro-Québec, qui sont en partie viennent d'exportation à l'étranger. Mais quand on regarde la façon dont on structure les tarifs, on subventionne une partie là, de cette électricité-là, donc on le paye. Si on ne paye pas notre électricité assez cher, qui veut nous l'acheter plus cher? Donc, moi, je n'ai pas vu beaucoup de grands consommateurs d'énergie cogner à la porte du Québec puis dire « Vendez-nous votre électricité à 15 cents ou 20 cents le kilowattheure. Okay? » Si on a ces compagnies-là, ben, on va être très heureux de les voir, vendra leur électricité, puis la différence de coût, ben, on payera des gens pour mettre des thermopompes et autres. Donc, on se leurre quand on raconte cette histoire-là. La prochaine, et là, je rejoins Dave Réaume, les approvisionnements depuis 2008 au Québec sont plus pas chers. Ils sont des prix qui sont les mêmes que partout ailleurs en Amérique du Nord. La renégociation du contrat de Churchill Falls, qui est 30 TWh qu'on paye aujourd'hui pas, okay, à 1/5 de cent, qui a des raisons historiques. Là. Je ne pense pas que Terre-Neuve va renégocier un contrat à 1/5 de cent. Okay? Ça risque d'être un peu plus haut et ça risque de s'approcher des tarifs qu'on va payer pour les nouveaux approvisionnements. Donc, quand on entend on va utiliser notre énergie pas chère pour s'enrichir, pour moi, j'ai de la misère à comprendre dans un contexte d'évolution. On va augmenter la production d'énergie. Oui, on va avoir une partie historique qui n'est pas chère, mais on va avoir de moins en moins cette partie-là. Dans quel contexte miser sur une électricité pas chère, entre guillemets, quand elle est au prix du marché nord-américain, est vraiment une façon viable de développer notre économie? Donc là, j'ai débordé un peu, mais je ne vais pas m'empêcher de revenir sur les commentaires. C'est l'avantage de passer en deuxième. Pierre-Olivier pourra revenir et démolir tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais m'arrêter ici pour laisser un peu de temps pour les discussions. Alors, merci beaucoup. On aime ça, remettre en question les idées reçues. Il y avait une question ici. On va aller gauche-droite. Qu'est-ce que vous pensez de l'hydrogène vert, justement, pour les procédés industriels? Je comprends que ce n'est pas parfait, mais
est-ce que c'est illusoire de penser qu'on peut électrifier des avions? En tout cas, à On ne court mettra pas terme, là. d'hydrogène vert dans les avions, c'est clair. OK? OK. Parce que c'est trop. Je dirais, il y a tout ce qu'on doit mettre autour de l'hydrogène, là. Le problème, c'est ce qu'on va mettre dans l'hydrogène, ça sera des combustibles liquides, pas des combustibles gazeux dans un contenant là, sous pression. Là. OK. Donc, l'hydrogène vert. Donc, je dois d'abord, moi, je suis cofondateur d'un organisme qui s'appelle l'Accélérateur de transition, qui travaille au niveau pan-canadien. Et on a des gros projets liés à l'hydrogène bleu, qui est un hydrogène fait à partir du méthane, donc réformage du méthane, mais dont on capte le CO2 puis on l'enfouit. On n'en fait pas encore, mais ça s'inscrit dans les objectifs de captage et séquestration. Donc, je suis impliqué là-dedans, alors j'ai des conflits. L'hydrogène vert, le problème, c'est que c'est cher. L'hydrogène vert, c'est au moins 35-40 % plus cher que l'électricité pour la même énergie, parce qu'on l'a fait à partir de l'électricité, puis on a simplement un 70 %, on a 30 % de perte. Fait qu'il nous reste 70 % de l'énergie qu'on avait quand on a commencé avec l'électricité. Dans ce contexte-là, brûler l'hydrogène vert est plus ou moins douteux, sauf dans des cas où l'électricité a une grande valeur. Par exemple, moi, j'ai une industrie, puis je paye mon électricité à puissance crête que j'ai dans mon mois, c'est-à-dire pendant une seconde, je demande 1 million de watts de puissance. Si le restant du mois, j'en demande 20 000, je paye 1 million, OK, en termes de tarifs. Donc, ça coûte cher. Dans ce contexte-là, de dire, mais pour réduire cette pointe-là, je vais produire mon énergie sur site avec de l'électricité. Quand j'aurai besoin d'une pointe, je vais brûler de l'hydrogène. Mais là, mon hydrogène remplace une énergie de très grande valeur, de très grand coût, qui est l'électricité de pointe comme ça. Dans ce contexte-là, ça peut être intéressant. Dans le contexte des procédés, pour moi, ce n'est pas encore une solution parce que l'industrie n'a pas de porte de sortie à la subvention massive. Donc, présentement, l'industrie dit, nous, on mourrait d'utiliser l'hydrogène vert à condition que vous nous le donniez ou à peu près. Mais ce n'est pas une stratégie économique viable sur le long terme. Okay? Donc, pour moi, il va falloir voir dans quel... Est-ce que c'est possible ou non? Mais il faut que ça s'insère dans une perspective stratégique de sortie de subvention. Moi, j'ai une question pour toi, Normand, parce Oui. que j'ai aimé que tu parles de la cotation énergétique. Quand j'ai demandé au ministère, puis là, ça change d'un ministère à l'autre, pourquoi c'est constamment repoussé, on m'a dit, il y a très peu de combustibles fossiles utilisés dans le résidentiel. Oui. Donc, c'est loin d'être notre priorité. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre avantage, justement, à coter les maisons au moment de la revente? Moi, je pense que pour mieux évaluer ce qu'on achète comme maison, la cotation énergétique permet quand même d'avoir une idée sur l'enveloppe l'enveloppe thermique, c'est aussi l'enveloppe de la maison. Là, nous donne une idée de ce qu'il peut avoir. Donc, je pense que, de dire, la cotation énergétique, ce n'est pas juste pour des questions de gaz à effet de serre. C'est des questions de confort dans la maison, c'est dans des questions de maintien d'intégrité du bâtiment. Donc, d'avoir plus d'informations que moins quand tu dépenses 500 000 $, c'est peut-être pas mauvais. Là. Okay? En effet, réduire les infiltrations d'air, c'est réduire les infiltrations d'eau, monsieur. Là, je vais donner le micro à d'autres gens qui n'ont pas posé de questions. Madame, toi, tu as parlé. Est-ce qu'il y avait une question ici? Oui. OK. Parce qu'on ne veut pas toujours les mêmes personnes. Bonjour. 2 questions, en fait. Un des éléments que vous avez dit, c'est la rénovation en profondeur, l'enveloppe, tout ça, ça ne fonctionne pas pour ce qu'on veut atteindre. Mais est-ce qu'il ne faut quand même pas se mettre la tête dans le sable non plus aussi, parce que les systèmes électromécaniques, si on ne les entretient pas, si on ne fait pas fonctionner constamment à la bonne façon, on n'arrivera pas à maintenir l'économie dans le temps. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des situations où on dit, lorsqu'il y a une opportunité de le faire, par exemple, l'enveloppe du bâtiment est terminée, elle est vraiment pourrie, il faut tout la remplacer de toute façon, on va le faire. Puis deuxième question, quand vous dites l'efficacité énergétique, pas la décarbonation, quand vous parlez d'installer des thermopompes, par définition, c'est de l'efficacité énergétique parce qu'on réduit la quantité d'énergie qu'on tire du réseau. Et c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus important à coupler ensemble plutôt que de dire je remplace une chaudière à gaz par une chaudière électrique qui serait une catastrophe parce que rendu là, oui, on décarbone au bâtiment, mais après ça, l'infrastructure énergétique doit grandir. Donc, est-ce qu'il ne faut pas faire cette mais c'est sûr, pour moi, si j'arrive avec un bâtiment dont l'enveloppe thermique est foutue, c'est sûr qu'il faut faire la rénovation. L'enjeu, c'est qu'on ne peut pas compter sur la rénovation
de cette ampleur-là pour atteindre nos objectifs climatiques. Okay? On ne peut pas y arriver. Mais c'est sûr qu'il faut le faire. Quand tu as l'occasion de le faire, ça serait stupide de dire je rénove, je dois tout rénover mon bâtiment parce qu'il est plus bon, mais je vais le mettre à des normes, juste les normes imposées, puis pas faire le travail comme il faut. Puis c'est vrai que mettre des thermopompes, c'est de l'efficacité énergétique, mais ce n'est pas toujours vu comme ça. On le voit des fois comme étant une transformation de la demande, mais tant qu'on ne fait pas la rénovation de l'enveloppe, on n'a pas fait de l'efficacité énergétique. Là. Mais ça me permet, parlant de gaz, de dire aussi, quand on dit que notre électricité n'est pas chère, elle est chère par rapport au gaz naturel, ce qui fait que chauffer au Québec, c'est plus cher qu'ailleurs en Amérique du Nord. Là. Fait que ça aussi, on ne le dit pas assez souvent, là, mais bon. Ouf, il y a des questions pas mal. Où est-ce qu'il y a le micro? On a perdu un micro. Moi, j'ai une question pour le chauffage. Qu'est-ce que vous priorisez en cas de panne? Parce que ça arrive au Québec, on a des pannes. Puis j'ai peut-être manqué un petit bout là, de la conférence. Je suis arrivé vers la fin. Donc, qu'est-ce que vous priorisez? Priez-vous le chauffage au bois, le chauffage au granule, le chauffage au gaz? Pour moi, il faut des solutions qui n'impliquent pas de gaz. Ben, en fait, en cas de panne, on s'en fout un peu parce qu'on parle de quelques heures ou quelques jours, dépendamment où est-ce que vous habitez par année. Mais, quelques jours. Pour moi, il faut garder ces enjeux-là puis développer une vraie politique de résilience. Puis comment on va gérer ça? Parce qu'il y a le chauffage, on va avoir le transport qui va s'électrifier. Donc, on dépend de plus en plus de l'électricité. Et dans ce contexte-là, si on ne veut pas faire peur aux gens, ben, il faut mettre en place des politiques qui disent voici ce qu'on recommande de manière propre, de manière claire, en faisant les bonnes évaluations. Puis voici qui a la responsabilité de réduire les risques quand ça se produit. Et ça, présentement, on n'a pas une politique claire. Okay. Merci. Madame? Je vais prendre quand même Annabelle parce qu'il faut qu'elle réponde à... Merci. Allô? Ah, Oui. OK. Ben, en fait, ma question porte sur l'acceptabilité du nucléaire. Est-ce que socialement, on a raison d'être réticent? Je sais qu'il y a des parties dans le monde où on s'assit sur le nucléaire et ça fonctionne quand même bien. Mais au Québec, je trouve qu'on ne mentionne jamais cette option-là. Est-ce que vous avez un commentaire à ce sujet? Vous êtes quand même physicien. Moi, j'ai rien contre le nucléaire, là, mais le Québec est probablement un des endroits où on en a le moins besoin dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on a des réservoirs. Le nucléaire, ça n'a aucune flexibilité. Donc, tu pars ton réacteur, tu laisses rouler 360 jours par année à plein régime, tu l'arrêtes un peu plus que 5 jours pour faire l'entretien, puis tu le repars. Donc, tu ne peux pas jouer sa puissance. Ce n'est pas du tout compatible avec du renouvelable, intermittent, par exemple. Donc, quand tu as du nucléaire, il faut qu'à côté, tu aies une centrale thermique au gaz pour équilibrer tes éoliennes et autres. Okay? Donc ici, Pierre-Olivier me dit que non. Mais il n'y a pas de flexibilité dans une centrale nucléaire, là. Oui, donc les réseaux de transport. Non, mais je suis d'accord, mais je parle de l'alignement entre le nucléaire et l'éolien, il n'y en a pas. Donc, de dire, moi, je construis le nucléaire pour appuyer l'éolien, ça n'a pas de sens. Pour le Québec, ça n'a pas de sens. On a aussi des réservoirs importants, une capacité de production de base qui est très forte. Donc, ce n'est pas raisonnable. Mais ailleurs au Canada, le nucléaire peut être important pour fournir une base nécessaire. Mais ça, il faut l'évaluer en termes... Parce que c'est cher, le nucléaire. Donc, ce n'est pas pour des coûts qu'on va prendre le nucléaire, c'est pour ses propriétés, justement, de base. Là. OK. Moi, j'ai une question concernant l'utilisation du gaz dans les pointes. Par exemple, le tarif d'été qui permet de couper les pointes hivernales par du gaz et d'utiliser l'électricité 360 jours par année. Au niveau global de l'énergie, est-ce que ça permettrait de rencontrer nos objectifs? Ça, c'est ma première question. Puis ma deuxième, pour le nucléaire, j'ai vu un système en Allemagne où on pompait l'eau dans un réservoir par l'énergie nucléaire et le réservoir d'eau avait son barrage hydroélectrique.
de sorte que la flexibilité était au barrage hydroélectrique et que la centrale nucléaire était à plein pouvoir tout le temps, parce qu'elle, tout ce qu'elle faisait, elle n'était pas sur le réseau, elle pompait de l'eau, elle était sur des pompes. Fait que c'est mes deux questions, OK? La première, c'est l'utilisation du pic pour le gaz pour le pic. Mais si on parle de 4 jours, il n'y a pas de problème. On parle ici de 25 là. Les tarifs de l'énergie et autres, les ententes, c'est beaucoup plus que 4 jours par année, là. Mais même à 4 jours, ça ne nous amène pas à zéro, hein, à moins d'être du renouvelable fait au Québec. Okay? Donc, on a un enjeu ici où une fois qu'on est à 4 jours, le coût d'infrastructure de maintenir, si c'est dans le cadre d'un réseau, ça devient aussi extrêmement élevé. Donc, il faut avoir un gaz qui va être stocké localement. Parce qu'on ne maintient pas un réseau de distribution. Donc, ça peut aller pour quelques points, mais on ne maintient pas un réseau de distribution pour quelques jours dans l'année. Puis, pour le nucléaire, ben, dans ce contexte-là où on pompe de l'eau, ben, on peut utiliser d'autres sources d'énergie. On peut pomper de l'eau avec de l'éolien. Quand ils ne vendent pas, on ne pompe pas l'eau. L'enjeu à ce moment-là de l'intérêt du nucléaire par rapport à d'autres sources d'énergie est relativement faible. Surtout que le nucléaire va être à peu près 4 fois plus cher que l'éolien. Donc, moi, si je veux pomper de l'eau, je peux mettre de l'éolien. Ça va me pomper mon eau bien plus efficacement, bien plus économiquement. Sur cette question de 25 je peux vous dire, la raison que c'est 25 c'est parce que Hydro-Québec a fait le tarif basé sur les températures moins 15 à l'extérieur. Et nous avons... Le quoi? Oui. Le tarif proposé par Hydro-Québec fait basculer vers le service du gaz quand la température extérieure est à moins 15. Peu importe si c'est 0 de pointe ou pas. Maintenant, devant la Régie de l'énergie, nous avons argumenté que c'est une erreur. On devrait simplement le faire sur demande, comme on fait avec ILO ou avec le GDP, pour diminuer le 25 justement à 5 Oui, mais là, il va falloir subventionner beaucoup plus Énergir. Parce qu'à un moment donné, si on ne vend pas de gaz, il faut faire de l'argent d'une façon ou d'une autre. Oui. Ou Énergir va devoir augmenter ses tarifs parce qu'ils ont moins de ventes. Effectivement, il y a des effets. En tout cas, je voulais revenir sur la tarification. Je suis d'accord avec vous qu'il n'y a aucun sens de faire une tarification horaire dans la journée. Par contre, on peut aller beaucoup plus loin dans une tarification dynamique, qui est précisément sur les heures de pointe. Mais sur la question générale et je suis encore d'accord avec vous qu'on ne devrait pas multiplier les tarifs pour que l'électricité soit plus chère, mais on peut fournir le même revenu avec un prix plus élevé à la marge en modifiant la structure tarifaire pour que le dernier bloc soit plus cher, mais que le tarif moyen soit le même. Ah oui, ben, j'ai rien. Il faut revoir les tarifs. Il faut repenser ces enjeux-là. C'est pas à ça que j'ai aucune objection à ce qu'on doive repenser les tarifs. On est sur une structure dans un contexte, en gros, la structure tarifaire développée dans les années 60 ou un peu après, mais il faut repenser ces enjeux-là. On ne peut pas garder des vaches sacrées éternellement, là. Surtout la vache, on sait qu'elle émet des émissions et tout, là, mais il faut changer la vache. Ça va être tout. Je voulais juste compléter moi-même en disant que justement, pour revenir sur ce que disait Christine, moi-même, je pense peut-être qu'il va y avoir d'autres hydrauliques. On peut maximiser les occasions d'efficacité énergétique quand on refait le revêtement extérieur, par exemple, d'une maison, quand les fournaises sont en fin de vie, etc. Mais quand même, les gens qui ont des monster house, qui gaspillent, ben, on va avoir un tarif plus élevé pour la surconsommation. En conclusion, merci beaucoup, M. Mousseau. Merci pour vos questions. On vous écrit à quel site web? Je suis facile à trouver, normandrousseau.ca. Montréal.ca. normandrousseau.ca. Merci beaucoup. Très, très intéressant. Au revoir.